Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Aurélie Pimenta. Aurélie est éducatrice comportementaliste canin et félin, et dans cette deuxième discussion ensemble, elle nous parle de cohabitation entre plusieurs animaux. Qu'il s'agisse d'une cohabitation entre chiens ou avec d'autres espèces, comme le chat, Aurélie revient sur l'importance de veiller au respect des besoins individuels de chacun et nous partage ses meilleurs conseils pour une cohabitation harmonieuse et apaisée. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Salut Aurélie. Salut Claire. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va, merci. Bon, je suis ravie de te retrouver, de te réinviter sur La Niche. Oui, merci, moi aussi, très contente. Merci beaucoup d'avoir réaccepté mon invitation. Du coup, on va passer vite fait sur les présentations pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode que tu as enregistré avec moi, dans lequel on avait parlé de comment devenir éducateur canin, qui est l'épisode 41, si vous voulez l'écouter en priorité pour connaître Aurélie et FIFA et leur histoire. Donc voilà, mais si tu peux rapidement te représenter, qui es-tu Aurélie ? Donc je suis Aurélie, je suis éducatrice et comportementaliste, canin et félin, sur la région lyonnaise et avant donc en Île-de-France. Donc je m'occupe de chiens et de chats, tout ce qui est comportement, bilan de comportement, tout ce qui est éducation canine ludique, tout ce qui est relation homme-animal en général sur le chien et sur le chat. Trop bien. Du coup, aujourd'hui, tu es venue avec FIFA. Tout à fait, il est là à côté de moi. En trombe. En trombe avec FIFA, qui est bien posé à côté. Tu peux nous présenter un peu FIFA ? Bah oui, FIFA, donc petit royal bourbon, comme on appelle ça, qui vient de la Réunion. Il va avoir 4 ans. Ah. Il va avoir 4 ans, début février. On n'a pas une date exacte, donc en fait, ça y est, il a 4 ans. Ok, je viens de savoir que mon chien a 4 ans maintenant. Dans une semaine. Dans une semaine. Que j'ai eu vers 4 mois et qui m'accompagne donc dans ma nouvelle aventure, puisque moi aussi, ça va faire bientôt 4 ans. Donc il m'accompagne aussi sur pas mal de rendez-vous, notamment sur les balades canines. Donc, voilà. Trop bien. Du coup, tu nous as dit que tu avais une double spécialisation sur le chien et sur le chat. Pourquoi avoir choisi de faire les deux ? Et pourquoi ne pas en avoir choisi qu'un entre les deux ? Comment ça s'est fait, ce choix-là ? Justement, parce que je n'arrivais pas à choisir. Donc, je me suis dit, je vais faire les deux. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de cette reconversion, que le chien m'intéressait, que le chat m'intéressait, et que je trouvais une grande différence entre les deux, mais que je n'arrivais pas vraiment à identifier justement quelles étaient toutes les différences. Je me suis dit, je vais faire les deux. Et peut-être que je me spécialiserai plus sur une espèce que sur l'autre espèce. Finalement, je fais les deux, je me spécialise sur les deux, mais c'est pas évident parce que ça veut dire 2 fois plus de travail, 2 fois plus de formation. Ouais. Et c'est vrai que on peut plus me connaître par rapport aux chiens et plus m'appeler pour les chiens, puisque au niveau des comportementalistes félins, ça se développe de plus en plus, mais c'était pas encore le cas il y a peut-être 4-5 ans. Ouais, c'est assez récent comme discipline. C'est très récent et les gens ne savent pas forcément qu'on peut faire appel justement à une personne pour nous aider et pour les aider dans leur relation avec le chat. On se dit le chat, cet animal indomptable, le fameux félin, on vit chez son chat, etc. Alors qu'on étudie aussi le chat depuis beaucoup moins longtemps que le chien. Et on a moins de connaissances, même si ça se développe de plus en plus depuis, on va dire, quasi une dizaine d'années. Donc j'essaie de vraiment d'être à 50-50 sur les deux, notamment en termes de lecture, de formation. Mais c'est pas forcément évident. Voilà pourquoi j'ai fait les deux. Trop bien.
Du coup, c'est trop cool parce que aujourd'hui, on va parler un peu plus de chats. Je crois que c'est le premier épisode de la niche où on va parler un peu plus de chats. Parce que je voulais qu'on parle ensemble de cohabitation. Parce que c'est quand même une problématique, du coup, voilà, c'est une thématique en tout cas sur laquelle on t'appelle régulièrement, étant donné que tu es compétente sur ces deux espèces. Du coup, le premier point que peut-être on pourrait aborder, c'est justement la différence entre ces deux espèces, parce que on a tous en tête qu'un chat et un chien, c'est très différent. Mais est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur en quoi justement c'est différent et quels sont les points d'intention particuliers à avoir entre ces deux espèces justement pour qu'ils puissent cohabiter tranquillement? Alors effectivement, oui, c'est très différent, chien, chat et après d'autres espèces. Déjà, premièrement, parce que le chat est une espèce solitaire, tandis que le chien est une espèce sociale. Donc déjà, on a cette différence-là. Et ça, c'est important à mettre en avant. C'est pas toujours ce à quoi on pense, parce que, notamment, nos chats, on les définit de plus en plus comme des espèces solitaires à tendance sociale, puisqu'ils cohabitent très bien avec nous. Ouais. Et ils ont une forte plasticité comportementale qui leur permet, justement, un peu de changer cette façon de les voir. Donc, espèce solitaire, c'est une espèce qui va chasser seule et vivre seule. Donc, qui va être bien seule et qui va se regrouper lors de la reproduction. D'accord. Donc souvent, pour les chats, les femelles et les mâles vont se regrouper lors de la reproduction et les femelles vont rester entre elles. Les mâles vont avoir très peu de rôle, un peu comme chez le chien d'ailleurs, avec les chatons. Mais en tout cas, voilà, une fois que la reproduction est faite, ça va se séparer tout doucement. Et donc le chat n'a pas besoin, on va dire, de vivre avec un autre chat pour être heureux. Okay. Contrairement au chien, on va dire que ça dépend. De toutes les façons, je vais sortir très souvent cette expression, ça dépend, mais même chez le chien, ça dépend. Le chien, une espèce donc sociale et qui a besoin de plus d'interaction, mais ça va dépendre aussi du chien, puisqu'il y a des chiens qui sont plus indépendants, il y a des chats qui vont adorer être avec d'autres chats, mais voilà, si on définit en elle-même espèce solitaire, espèce sociale, on a vraiment deux espèces différentes. Donc on va dire, est-ce que les deux vont s'entendre ? Et on a plein d'exemples, donc oui, où on voit des chiens et des chats collés, etc., même si ce ne sont pas les mêmes espèces, et encore une fois, si on n'a pas le même langage pour les deux. Et c'est ça, en fait, ouais. la vraie question, de se dire, il n'y a pas le même langage, donc ils ne se comprennent pas, donc ils ne vont pas s'entendre. Ouais, c'est ça. Alors je pense que c'est important de souligner effectivement que le système de communication, il est très très différent entre les chats et les chiens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que c'est notable notamment sur des façons de communiquer qui seraient très distinctes ? Oui, alors c'est différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le chien et le chat ne vont pas forcément se comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des problématiques ou rencontrer des chiens et des chats qui vont pas forcément s'entendre. Je donne un exemple. Remuer la queue chez le chien, ça ne veut pas dire la même chose que si le chat remue la queue. Okay. Déjà, chez le chien, il y a énormément de significations. Oui. Un chien qui remue la queue ne veut pas dire qu'il est content. Et un chat qui remue la queue, en revanche, là, on va commencer à plus s'inquiéter, entre guillemets, et se dire, OK, si le chat remue la queue, c'est qu'il y a vraiment une émotion qui est plutôt négative. Ça dépend de l'amplitude de la queue, ça dépend si c'est le bout de la queue ou toute la queue. Mmh. Mais un chat qui va battre de la queue, c'est jamais super bon signe. En tout cas, c'est pas un chat qui va être content. Okay. D'accord. Donc chez le chien, on va dire oui, s'il y a une forte amplitude de queue plus toute la croupe qui va remuer, on va dire que c'est plutôt un chien qui est dans une émotion positive. Bien sûr, une queue tendue qui va bouger à faible fréquence, faible intensité, on a un chien qui est plutôt tendu par une situation. Donc déjà, on a ça. Et puis après, au niveau du langage, on va observer de toutes les façons au global chez le chien et chez le chat la posture du corps, la posture de la gueule, des oreilles, de la queue, et tout ce qui est tension aussi de la gueule. Ça va être exactement pareil que chez le chien. D'ailleurs, on oublie souvent que la tension dans la gueule, la tension dans les sourcils, ça va être très important. Dans les vibrisses aussi, qu'on appelle les vibrisses, les moustaches, donc chez le chien et chez le chat. Chez le chat comme chez le chien, mais on le regarde beaucoup plus, tout ce qui va être pupille. La pupille chez le chat révèle l'émotion qu'il est en train de vivre, et si on est plutôt avec, bien sûr, en couplant toute la posture au global, si on est plutôt sur une posture défensive, sur une posture offensive, suivant si la pupille est pleine, dilatée ou alors rétractée, très fine, ça va pas du tout avoir la même signification, bien évidemment toujours associé à la posture du corps, des oreilles, de la queue, de la gueule, voilà. C'est toujours au global, ça c'est sûr qu'on va regarder, au global comme chez le chien. En revanche, voilà, ça veut pas dire la même chose, et entre eux, ils vont pas se comprendre de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des soucis de communication entre eux.
Mais comme ça peut très bien se passer aussi. Ok. Et toujours sur la différence entre ces deux espèces, je crois qu'il y a une grosse différence aussi sur le fait qu'il y en a un qui est prédateur, un qui peut être prédateur et proie. Est-ce que tu peux nous parler de ces différences ontologiques ? Le chat, lui, il est prédateur et proie. Ouais. Donc, du coup, cette double un peu spécificité, ça va faire que pour lui, il doit arriver à s'adapter à son environnement. Donc, quand c'est un chat qui est en extérieur, voilà, s'il peut être aussi bien proie que prédateur, il doit pouvoir se cacher, il doit pouvoir arriver à s'isoler, mais il doit pouvoir voir tout son environnement. C'est pour ça que quand on a un chat qui ne sort pas, on ne doit pas oublier qu'il a quand même les deux spécificités. L'importance, et on le verra plus tard, de l'environnement et pour le chat de pouvoir être en hauteur, de voir au global. Donc ça, c'est important. Tandis que le chien, effectivement, lui, va être plutôt prédateur. Alors, après, là, on parle de nos chiens qu'on a dans les villes, etc. Quand on a les chiens dans des rues, etc., et dans d'autres contextes, bien sûr que ça peut aussi être des proies. Ok. Du coup, cette spécificité, que ce soit prédateur ou proie, fait que l'animal va avoir des besoins qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je sais que notamment sur le chat, il y a un grand débat sur le chat. Est-ce qu'il peut sortir ou pas ? Est-ce qu'il doit sortir ou pas ? Et en fonction justement de cette double spécificité proie-prédateur, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, oui, c'est toujours la question, est-ce que pour que le chat soit heureux, il doit sortir, ou alors si je l'enferme chez moi, est-ce qu'il est quand même heureux ? Alors, il faut savoir qu'un chat peut être heureux enfermé si ses besoins sont comblés et si l'environnement est adapté. Bien sûr que ça dépend aussi des chats. Parfois, on va avoir des chats, si on a des chats qui ont été déjà dehors, qui ont été après adoptés et qui vont jamais sortir, on peut avoir une certaine frustration et un chat qui va avoir du mal à s'adapter en intérieur. En revanche, si on a un chat d'élevage qui n'est jamais sorti, qui est en intérieur, et qu'on décide de ne pas le faire sortir parce qu'on a peur de plein de choses, qu'il s'en aille, qu'il se fasse écraser, de se le faire voler. Et d'ailleurs, les chats de race, on connaît moins de races de chats parce qu'on les voit moins en extérieur. Ouais. Donc, dans ce cas, il va rester à l'intérieur et puis on va lui offrir vraiment un environnement riche et adapté, en hauteur, avec des cachettes, devant les fenêtres, etc. Maintenant, on peut avoir des chats où c'est vraiment très difficile pour eux. Et dans ce cas, on va faire en sorte si on a une terrasse, si on a un balcon, même si on a un jardin, d'aménager l'extérieur, protéger, et ça se fait très bien maintenant, pour que le chat puisse sortir et combler un besoin fort d'être dehors, d'observer. Voilà, on a des chats pour qui c'est très important. Pour certaines problématiques où on a mis en place des choses en intérieur, au niveau des besoins, du jeu, de la chasse, on essaie de reproduire un maximum et ça ne marche pas et on voit que le chat c'est toujours difficile pour lui. Dans ce cas, on peut sortir son chat en laisse. Donc ça, parfois ça fait aussi un peu débat, mais on peut l'habituer largement au harnais, on peut l'habituer à la laisse. Le chat, comme le chien, on peut lui apprendre des choses exactement de la même manière, en renforcement positif. C'est tout à fait possible. Trop bien. Ça, on a aussi voilà. Ouais, ça on en voit de plus en plus, je trouve ça génial. Et oui, on le voit de plus en plus. Il y a une forte adaptabilité de la part des chats, de nos chats. Donc voilà, est-ce qu'ils doivent sortir ou pas ? Toujours gros débat, ça dépend, et vraiment de l'environnement, et puis après ça dépend du chat. Et ça dépend de nous aussi. Personnellement, je dirais toujours que le chat, s'il peut sortir dans un environnement protégé, même si c'est juste un balcon, c'est toujours un enrichissement en plus pour lui. C'est mon point de vue. Ok. Oui, donc on comprend que d'un point de vue de la cohabitation, en tout cas, les besoins sont bien différents et que effectivement, c'est important déjà de veiller au bien-être de chacun de manière générale. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de cohabitation chien-chat, mais on va essayer de rallier aussi à la cohabitation chien-chien de manière générale parce qu'il y a plein de points qui peuvent se rassembler dans plein d'items commun, on va dire. Du coup, je voulais parler un peu avec toi de l'introduction, des points sur lesquels il faut être vigilant pour que l'introduction entre les deux animaux se passe bien, qu'il s'agisse de chien et chien ou de chien et chat. Selon toi, c'est quoi les grands points auxquels faire attention pour que l'introduction de l'un avec l'autre se passe au mieux ? Alors oui, effectivement, ça c'est vraiment important pour l'introduction, d'anticiper un maximum et de ne pas penser, bon voilà, on les met ensemble et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais, exactement, parce que c'est toujours un peu l'erreur d'aller trop vite.
mais que ça soit même avec chien, chat. Ouais. C'est vraiment très important. Donc moi, je dirais les points de vigilance à avoir, ça va être au niveau de la gestion de l'environnement, ça c'est très important. Le respect des besoins des deux espèces, qui est très différent, et la lecture du langage de chacun. Ouais. Donc qu'il va falloir anticiper et qu'on va devoir arriver à lire pour éviter justement soit de trop intervenir, soit de ne pas intervenir du tout. Ok. Voilà. On parle beaucoup de pour qu'un chien et un chat s'entendent, il faut qu'ils soient mis ensemble tout petits. Est-ce que c'est quelque chose que tu valides sur cette familiarisation précoce ou pas spécifiquement? Ça peut aussi se faire une fois qu'ils sont adultes. Alors, idéalement, oui, la familiarisation précoce dans la période de socialisation du chien et du chat, ça va être l'idéal pour que tout se passe au mieux. Après, bien évidemment, c'est pas toujours le cas. Loin de là, quand on a un chien ou un chat qu'on va adopter, on n'a pas le passif, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça peut aussi très bien marcher, ça peut prendre plus de temps. Mais oui, idéalement, dans cette période-là de socialisation, si on a un élevage chien ou un élevage chat, avoir des espèces différentes, que ce soit d'ailleurs chien, chat, poules, chevaux, ce serait très bien pour que l'animal ait déjà vu ces différentes espèces et ensuite pouvoir mieux s'adapter ou en tout cas avoir moins de réticence et puis avoir moins peur face à l'espèce qui va arriver et débarquer dans le foyer. Donc oui, de toutes les façons, la familiarisation pour tout, dans la période de socialisation des deux espèces, c'est idéal, c'est sûr. Après, ça peut quand même marcher et fonctionner, heureusement. Oui, ok. Ça marche. Selon toi, donc, du coup, comment se passe une bonne introduction, on va dire, que ce soit d'un chat avec un chien ou de deux chiens ensemble? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles faire attention? Souvent, on a tendance à penser qu'il faut intervenir beaucoup, prendre les deux dans les bras. Comment on fait rencontrer deux animaux qui vont vivre ensemble? Donc déjà, ce qui est important, donc on en parlait, la gestion de l'environnement. On ne va pas arriver et débarquer, si on a un chien en intérieur et qu'on arrive avec un chat, si on va avoir le chat dans les bras et le présenter directement, ou inversement, ce n'est jamais la bonne idée, puisqu'on n'a pas de possibilité de fuite de chacun. Donc ça, je dirais que c'est très important d'avoir la possibilité de fuir pour le chien, comme pour le chat, comme pour n'importe quelle espèce. Si le chien ou le chat ont le choix, ils vont fuir d'abord. Et s'ils n'ont pas le choix, justement, c'est là où ça peut attaquer, puisque c'est exactement la même chose que pour nous, finalement. Ou alors voir se figer puis attaquer s'il n'y a pas de possibilité de fuite. Donc la possibilité de fuite est très importante. Donc gérer l'environnement en amont, ne pas hésiter effectivement à mettre des barrières, parce que pour le chat, ça va être important de pouvoir s'isoler. Et puis pour le chien, qu'il n'aille pas débarquer sur le chat, comme un bourrin par exemple, ou que ça soit trop difficile pour lui. Ok, donc ça va être hyper important que les deux puissent avoir leurs espaces, avec communication entre les deux ou pas, mais qu'en tout cas chacun puisse être libre et avoir des possibilités d'aller se réfugier, etc. Je crois que pour le chien, on parle beaucoup de la hauteur d'installer. On voit maintenant plein d'arbres à chat sur les murs. J'adore ça, je trouve ça trop cool. Est-ce que c'est un truc qui fait partie justement de ça, du fait que le chat puisse aller là où il veut? Oui, tout à fait. Pour le chat, ça va être très important, puisque lui, il vit vraiment en 3 dimensions. Il a besoin de hauteur, il a besoin de cachette. C'est pas comme le chien qui vit vraiment toujours assez au sol. Bon, il peut vouloir grimper et monter aussi, mais beaucoup moins que le chat. Et effectivement, ces possibilités-là d'avoir des hauteurs, que ce soit arbre à chat, ou que ce soit étagère, posée sur les meubles, ou alors même sur les meubles existants, de pouvoir lui donner cette opportunité-là et développer aussi les hauteurs et les cachettes, ça va être très important pour le chat. Et puis comme ça, le chat peut s'isoler et être à l'aise et à des endroits où le chien ne peut pas aller. Donc ça va être important. De ne pas arriver et que le chien puisse aller courir vers le chat et qu'il n'ait aucune échappatoire. Ça c'est le pire. Ok. Voilà. Donc si on revient sur l'introduction de deux animaux ensemble, quand tu parlais d'anticipation, typiquement la gestion de l'environnement et le fait de savoir qui a accès à quoi et où est-ce qu'on peut se réfugier, ça tu mettrais ça dans les grands conseils, dans les choses primordiales à envisager? Oui, tout à fait. Dans vraiment les choses avant de prendre l'animal en question. De se dire, j'organise mon lieu de vie en fonction justement de ça, puisque je ne peux pas après prendre le risque que ça se passe mal au début, mais il faudrait refaire une réintroduction, et du coup, ça pourrait être beaucoup plus long et délicat.
Ok. Donc oui, la gestion de l'environnement, principalement, de toutes les façons, en général, même quand on a cohabitation chien ou chien, ou chat à chat, on va multiplier les ressources et gérer à fond cette gestion de l'environnement. Ok. Donc tu disais aussi qu'il faut éviter le fait que la rencontre se fasse de bras à bras ou avec l'un par terre, l'un dans les bras. Est-ce que tu préconises que le chien, ou qu'en tout cas celui qui a le plus de risque de foncer sur l'autre, soit attaché en laisse, quelque chose comme ça, ou comment tu t'envisagerais la chose? Alors, plutôt on les laisse faire, on les laisse dans une pièce ensemble ou dehors et on voit. Tu t'envisagerais ça comment? Ça dépend si on a déjà un chat et il a déjà vu des chiens ou pas. Ouais. Et ça dépend si on a un chien ou un chiot. Ça dépend si on fait arriver d'abord un chiot. Ça dépend si le chien est à l'aise ou pas déjà. Voilà, ça dépend d'énormément de choses. Effectivement, on peut faire en sorte que le chien soit en laisse, harnais laisse. Attention à ce que la laisse soit bien détendue. Ouais. Puisque l'idée, c'est que le chien ne fonce pas sur le chat, mais pas qu'il soit restreint dans ses mouvements. Oui. C'est toujours ça la difficulté. Ouais. Donc si on sent qu'on a un chien un peu foufou, qui va courir partout, que le chat peut avoir très peur, alors dans ce cas, on peut. Ça va arriver dans, effectivement, établir le protocole d'introduction étape par étape et personnalisé, suivant l'introduction du chat, du chien dans l'environnement, etc. Donc tout ça, c'est à voir en amont, avant l'introduction. Je ne conseille pas de tenir le chat en laisse. Okay. D'accord ? Le chat doit avoir des échappatoires, pouvoir monter, pouvoir se faufiler, mais en laisse, ça serait vraiment trop compliqué, surtout s'il n'a pas l'habitude, ce qui est le chien, pour le coup, quand même beaucoup plus l'habitude. Ok. De manière générale, on entend du coup que l'introduction de deux animaux ensemble, quoi qu'il arrive, c'est toujours assez délicat. C'est aussi souvent le truc qui fait peur quand on veut se lancer là-dedans. Est-ce que tu conseillerais globalement de se faire accompagner par quelqu'un pour que tout se passe au mieux ? Oui, alors ça, c'est sûr que je conseillerais parce qu'on voit énormément de choses sur Internet, donc plein de conseils, et je pense que on doit avoir un protocole adapté à chaque situation. C'est pas le protocole pour tout, d'ailleurs pour toute problématique. Le protocole d'Internet par étapes ne va pas forcément marcher, puisque si on n'a pas géré l'environnement avant, si on ne connaît pas bien son chien ou son chat, si on ne connaît pas le langage de l'animal, tout ça, ça va nous perdre et du coup, ça ne va pas marcher. C'est souvent le cas que j'ai. Oui, j'ai suivi tel protocole sur Internet, ça n'a pas marché. Oui, parce que l'environnement n'est pas adapté, on n'a pas répondu aux besoins de chaque espèce, on ne connaît pas le langage du chien et du chat, donc on va intervenir trop souvent ou pas assez. On pense que c'est de la bagarre, alors qu'en fait, c'était plutôt du jeu et on pouvait laisser faire pour que chacun puisse arriver justement à communiquer. Donc voilà, donc oui, l'accompagnement, c'est vraiment important. Okay. Et ça peut vraiment, vraiment mettre en réussite vraiment la cohabitation entre les deux. Donc oui, ça pour la cohabitation chien, chat, toute espèce, oui, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que si au moment de l'introduction, c'est pas folichon, on va dire, ça se passe pas comme on aurait voulu, est-ce qu'il y a des chances que ça s'améliore avec le temps, que le temps fasse les choses, aide un petit peu, ou est-ce que c'est mort direct et ça va pas bien se passer? Enfin voilà, comment on sait à quel moment ça a réussi ou à quel moment ça va être compliqué? Alors après, je pense qu'il faut pas idéaliser aussi la chose. Ouais. Oui, mais moi, j'ai des amis, leur chien et leur chat dorment ensemble dans le même panier, je veux ça. De toutes les façons, on veut idéaliser à chaque fois, même avec nous, dans la relation, on veut toujours idéaliser. Il faut savoir que ça peut prendre du temps, et ça dépend de l'animal, de l'individu, ça dépend aussi beaucoup de l'humain, on en parlera. Et donc, il faut prendre ça en compte. Après, oui, ça peut au début être un peu tendu, entre guillemets, mal se passer, mais aussi parce que l'humain est très pressé. Donc on a encore cette histoire de temps. Et en y allant par étapes, voir toujours les petites améliorations qu'on a. En gestion de l'environnement, ça c'est vraiment très bien. On peut séparer les individus. De toutes les façons, si on a le protocole étape par étape, c'est ce qui va se passer. On sépare les individus et que tout se passe bien visuellement. Et puis après, déjà passer à l'étape d'après. Mais peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. On ne peut pas savoir. Ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas aller trop vite. Ouais. Donc oui, il faut avoir ça en tête. Et puis peut-être qu'on n'aura jamais un chien, un chat, 2 chiens ou 2 chats qui vont dormir ensemble, se coller, jouer ensemble, se faire des papouilles. Moi, je dis toujours, si on a chien, chat ou chien qui se tolèrent et qui arrivent à bien se respecter et communiquer de la meilleure manière, ça, c'est l'idéal. Et après, tout dépend, parce que parfois,
ça peut ne pas du tout bien se passer aussi si on a un chien qui va prédater les chats. Okay. Et là, il faut le voir assez en amont dans le comportement du chien. Ou alors un chat qui va vraiment être en stress total et qui va être caché pendant très 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 longtemps, où son comportement va changer, qui ne va plus manger, etc. Il y a des signaux à prendre en compte, qu'on peut avoir les quelques premiers jours, premières semaines, mais qui peuvent être très inquiétants, que ce soit côté chien ou côté chat, à prendre en compte. Donc tout ça, c'est un grand tableau avec plein de cases à cocher, curseur à se dire, ok, est-ce que là j'attends un peu, est-ce que ça pourrait s'améliorer sur cette partie-là, il se tolère. Parfois j'ai des rendez-vous où les gens me disent « Ah, c'est catastrophe !» Et là, donc, parce que les gens ne savaient pas lire le langage, n'ont pas fait la bonne introduction. Et en fait, moi, je vois que c'est pas catastrophe. Je vois que c'est du jeu de la part du chien et non pas de la prédation ou de la chasse, ou dans les comportements du chien, le chien va pas vouloir bouffer le chat, mais qu'il est un peu maladroit, que le chat n'a pas assez d'opportunités de se cacher, d'aller en hauteur, donc du coup, il est pas bien. Ou alors parfois que le chat en a aussi marre et va mettre la patte, va mettre les griffes en les sortant ou en les sortant pas, mais du coup ils vont se tolérer au final. Voilà, donc ça dépend vraiment, c'est très spécifique, on peut pas avoir quelque chose d'idéal aussi, il faut pas idéaliser une cohabitation forcément, il y aura aussi forcément potentiellement des régressions, et ça dépend de l'environnement, de comment sont les animaux, si on a un animal qui est jeune, si on a un animal qui grandit, qui vieillit, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais. Il me semble que c'est important de souligner que quoi qu'il arrive, à partir du moment où on introduit un nouvel animal à la maison, c'est un gros changement, à la fois pour l'animal qui arrive, parce qu'il change de lieu de vie, il change de compagnon de vie, etc. Que ça se passe bien ou mal, d'ailleurs. Et pour le chien qui est déjà là, ou pour le chat qui est déjà là, pour l'animal qui était déjà présent dans la maison, c'est un immense changement pour lui aussi, parce que c'est s'adapter à l'arrivée d'un inconnu, quelque part, même si ça se passe très bien. Donc ça, dans tous les cas, je crois que c'est important de souligner que ça se prend en compte et qu'il y a aussi la dynamique temps, le facteur temps qui joue aussi pour que... qu'on s'habitue et que la vie familiale, de manière générale, dans la maison, se mette en place autour de tout ça. Oui, tout à fait. Ça, de toutes les façons, avec n'importe quel individu qui va arriver dans le foyer. Que ça peut être même un bébé, d'ailleurs. Ça peut être, un bébé, un chien, un chat, une perruche, un nouveau compagnon. C'est vraiment très important parce que, effectivement, de toutes les façons, l'animal avait déjà tout son cocon, toute sa routine. Et là, on introduit un nouvel individu avec des odeurs, avec une nouvelle façon de fonctionner, une cohabitation et du coup un partage d'espace. Donc c'est pour ça que c'est très important de gérer bien l'environnement, des nouvelles odeurs. Et puis, ce qu'il faut savoir, alors les deux sont très routiniers, mais le chat, c'est un animal vraiment très routinier. Et donc, perturber ses habitudes, ça prend du temps si on arrive avec un chien ou un chiot ou d'autres espèces, puisque lui, il n'a pas forcément besoin de ça. Souvent, on dit « Ah, mais mon chat, il est seul et donc il s'ennuie, je prends un autre chat. » On dit « Espèce solitaire », c'est pas forcément la bonne idée. D'ailleurs, c'est bien, on conseille souvent de prendre 2 chats en même temps. Voire la fratrie, frères et sœurs ou frères, parce que c'est plus facile pour eux, ils ont déjà vécu ensemble et on les amène. Après, ça ne veut pas dire que 2 chats, si on prend un chat et qu'on en reprend un après, ça ne marchera pas. On a vu des foyers multi-chats, voilà. Mais tout ça, ça dépend. Ne pas se dire, je prends un chat pour tenir compagnie à l'autre. On prend un risque. Il faut déjà évaluer et bien analyser notre chat, comment il est. Est-ce qu'il s'ennuie vraiment ? Est-ce qu'on répond déjà à ses besoins en tant que chat, en individu solo dans le foyer, etc. Donc ça, c'est important. Ok. Et autre question, quand tu parlais d'introduction, alors bon, je vais mettre du contexte à cette question. Mes parents ont un chat et donc c'est la grande question depuis que Charlie est là, donc ça fait quand même 3 ans qu'à chaque fois qu'on y va, il y a cette question de est-ce qu'on les laisse ou pas, parce que Charlie, j'ai compris que c'était pas de la préda, voilà, il allait pas bouffer le chat, mais il voulait aller lui dire bonjour comme il irait un peu sur un nouveau chien. Et donc voilà, et donc à chaque fois c'est grosse situation de conflit, d'interrogation, tout le monde a son avis sur la question. Bref, je vous laisse imaginer la scène familiale qui se joue à chaque fois que je vais chez mes parents avec Charlie. Et il y a toujours ce truc où moi j'ai tendance à interrompre parce qu'on les laisse quand même des fois se dire bonjour si le chat est déjà là dans la pièce, on les laisse se sentir, etc. Et maintenant Charlie a appris à faire un peu plus calmement.
Mais il y a toujours un moment donné où le chat commence à affeuler, à faire le gros dos, etc., puis à essayer de partir, se réfugier. Est-ce que tu conseillerais justement d'interrompre là, à partir de ce moment-là? En fait, qu'est-ce que ça veut dire un chat qui commence à feuler? Parce que pour moi, c'était vraiment un signal d'inconfort ultime. Est-ce que ça serait le bon truc ou pas du tout? Comment on ferait ça? Ça dépend, parce qu'effectivement, le chat qui feule et qui va faire le dos très rond, très haut, qui va monter, donc on va voir les pupilles, peut-être que tu regarderas la prochaine fois, voilà, et il va montrer qu'il veut une mise à distance. Ça, c'est exactement un peu comme chez le chat. Donc oui, c'est un signe d'inconfort, il feule, mais est-ce que le chien comprend ça? Pas forcément. Et après, ça dépend le chien en face. Est-ce que quand le chat fait ça, il se fige aussi, ou alors il y va comme un bourrin? Si le chat peut avoir des échappatoires, c'est toujours plus dangereux pour le chien, parce que si le chien s'approche et qu'il se fait griffer par le chat, et ben là, on a un risque. On a un risque pour les yeux et on a un vrai risque. Donc, si toi, tu connais ton chien et si on connaît l'animal, et on voit la posture du chien en amont, je laisserai faire. Maintenant, si on sait que le chien, bon, toi tu me dis c'est pas de la préda, si c'est de la préda, on laisse bien sûr pas faire. Je laisserai faire si le chat vraiment peut s'échapper. Ou alors s'il reste figé et que le chien arrive à s'arrêter. Et dans ce cas-là, on pourrait rappeler le chien et puis après le chat peut s'en aller doucement. Vraiment, ça dépend, quoi. Il faut vraiment observer le chien et se dire est-ce qu'il va vraiment aller l'embêter, lui sauter dessus, mettre les pattes, ou alors est-ce qu'il va juste s'arrêter devant. Et du coup, c'est un peu de l'intimidation aussi. Et voilà, il faut savoir qu'il ne va pas comprendre que feuler et avoir le dos rond, ça veut dire écarte-toi, comme le chien qui ferait ça avec l'autre chien. Et si on a un chien qui communique bien, il va détourner. Voilà. Donc vraiment, ça dépend. Mais parfois, je laisse faire les choses, surtout en rendez-vous où je vois le chien. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous très récemment, c'était ça. Le chien était vraiment en mode un peu pâteau, jeune chien de 10 mois, mais pas du tout en mode chasse. Et là, il s'approchait, le chat était vraiment en mode rond, justement, il feulait. Et là, j'ai dit laissez faire, parce que les gens, à chaque fois, étaient en train de crier, etc. Et souvent, couper cette interaction-là. Donc, je dis laissez faire. Il s'était jamais pris de coups de griffe, etc. Et puis, finalement, on a laissé faire un peu. Le chien s'est arrêté et au moment où le chien s'est arrêté, il n'y avait pas de tension dans le corps du chien, donc du coup ce qui nous permettait de le rappeler doucement et voilà, l'interaction s'est adoucie. Ok, d'accord. Donc d'où l'importance de se faire accompagner. C'est une observation très fine de toutes les façons. Ouais. Et puis effectivement sur le coup il y a la peur parce que c'est vrai que on a peur pour le chat et pour le chien parce qu'en fait les deux risquent quelque chose dans l'histoire. C'est toujours assez compliqué je trouve. Ces moments-là et c'est pour ça que nous c'est un gros point à chaque fois parce qu'on ne sait pas trop, personne ne sait vraiment et puis tout le monde a son avis dessus et puis tout le monde a au final peur pour son animal quoi. Oui, ça c'est normal. Après, où il faut faire vraiment attention, c'est effectivement si le chat décide de ne pas fuir alors qu'il en a l'opportunité, c'est vraiment aussi d'avoir, quand on a un chaton, quand on a un chat malade, handicapé, et que là on a un chien qui commence à mettre les pattes dessus et le chat qui commence à se recroqueviller tout petit, on ne peut pas laisser faire ça, parce que ça peut être très traumatisant. Donc du coup, il faut voir ça aussi. Et puis si on arrive à détourner l'attention du chien, qu'il arrive à revenir et qu'il arrive à se poser, etc., du coup, ça peut être un peu des moments de tension, mais qui vont s'apaiser. Et souvent, on voit les chiens et les chats qui se coursent après, ou le chien qui course complètement le chat, et puis finalement, le chat monte, il en a un peu marre, et ils s'y font. Il faut regarder le comportement au global, et dans la durée, puisque le chat qui va tout le temps se cacher, qui n'est pas à l'aise, alors qu'il était très à l'aise chez lui, qui mangeait très bien, il n'y avait pas de problème au niveau de ça, et si du jour au lendemain, il n'est pas à l'aise, il mange moins, puisque le chat, c'est pas comme le chien, doit manger plusieurs fois dans la journée en petite quantité. Donc si on voit qu'il y a une perturbation du rythme, dans ce cas, on est OK. Peut-être que le chat n'est pas à l'aise et donc on va pouvoir se dire OK, donc je sépare, et je fais beaucoup plus attention à ça. Okay. C'est assez pointilleux et minutieux, c'est pas forcément évident, mais si on veut faire une bonne cohabitation, il faut vraiment observer, il faut pas hésiter à reséparer et bien sûr, ça, répondre au niveau de gestion de l'environnement, plus les besoins de chaque espèce. Très important. Ouais. Pour la cohabitation chien-chien, pour revenir un peu sur cette introduction-là, j'avais entendu qu'on pouvait, par exemple, faire la rencontre dans un lieu neutre. Souvent, on entend beaucoup parler de ça. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu conseilles ou est-ce que tu privilégierais plutôt le fait que les deux chiens se rencontrent dans leur maison, etc., dans leur espace, parce que c'est là qu'ils vont vivre au final? Comment tu vois les choses? Donc oui, je suis d'accord avec toi. Pour la cohabitation chien, en tout cas rencontre entre deux chiens, idéalement c'est bien de le faire dans un endroit neutre
et d'arriver ensuite dans le foyer. C'est toujours mieux plutôt que d'arriver dans l'environnement déjà du chien qui est là et puis avec toutes les odeurs, c'est un peu intrusif, quoi. Donc on va d'abord les faire se rencontrer à l'extérieur. C'est un peu finalement, nous on rencontre quelqu'un de nouveau, on est plutôt en extérieur et après amener quelqu'un chez nous, c'est très voilà. Et donc sur le chien, et puis après il faut bien prendre en compte les spécificités du chien qu'on a déjà. Ouais. Puisque si on a un chien qui fait de la protection de ressources, si on a un chien qui est très collé à l'humain ou pas collé à l'humain, quel environnement pour lui est plus important ? Est-ce que c'est son panier ? Est-ce que c'est sa gamelle, etc. Donc tout ça, pareil, anticipation, gestion de l'environnement. Ouais, donc pareil, sur les points de vigilance à avoir, on entend souvent le partage de ressources, tout ce qui va être autour du conflit de ressources. Est-ce que tu as des tips, des conseils, des choses qu'on peut mettre en place pour... se prémunir un peu contre ça, parce que ça peut aller très vite aussi, et surtout quand on est dans une phase d'introduction où les deux apprennent à vivre ensemble. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus ? Alors ça, c'est de toutes les façons la règle numéro 1 pour moi, c'est vraiment multiplier les ressources. On va avoir plusieurs couchages ou plusieurs endroits de couchage. Au niveau des gamelles, que ça soit nourriture ou eau, pareil. Avoir l'opportunité plutôt il y a des chiens qui préfèrent être un peu plus en hauteur que d'autres. Donc ça va être important de multiplier les ressources. Et pareil pour chat entre chats. C'est ça qui va être vraiment très important pour que la cohabitation se passe pour le mieux. Et puis après, on va avoir des chiens qui vont être plus intéressés par le panier. On va avoir des chiens qui vont être plus intéressés par la nourriture ou par les mastications et les os. Donc après, ils vont s'adapter. La protection de ressources, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de naturel. Mais normalement, chacun est capable de s'adapter. Ouais, ça évolue aussi. Et ça évolue énormément. Donc si on sait qu'on a un chien qui fait énormément de protection de ressources, on ne va pas arriver et laisser tous les jouets, par exemple, je dis le jouet ou les os ou les choses comme ça. Mais en tout cas, multiplier les ressources, ça sera toujours idéal. Ok, donc pareil, là aussi, se faire accompagner avant d'avoir un deuxième chien, par exemple, si on a ce projet-là, ça peut valoir le coup. Ah oui, ça peut complètement valoir le coup parce que souvent, on interprète aussi beaucoup et on veut tout de suite séparer, alors que laisser faire et laisser faire la communication entre les animaux, et ça serait vraiment l'idéal. Et surtout, arriver à observer. Donc là, tu nous as pas mal parlé de... partager les espaces entre le chien ou le chat et de chien aussi, et pareil. Est-ce qu'on pourrait parler des outils ou des aménagements concrets qu'on pourrait mettre en place ? Donc, par exemple, je sais que les barrières pour bébés, par exemple, pour les escaliers, sont de bons outils pour partager les espaces, qu'un chien puisse pas aller. J'ai vu des appartements comme ça, hyper sophistiqués, avec les espaces du chat, espaces du chien, etc., avec des barrières, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça qui peuvent être utilisés, notamment au niveau des litières, des gamelles, etc. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu voulais ajouter là-dessus ? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important dans le cadre de la cohabitation chien-chat et d'ailleurs d'autres espèces, même chien-chien. Pour les barrières, c'est très intéressant d'utiliser des barrières. Déjà parce que le chat puisse se faufiler s'il a envie, donc ça c'est une très bonne idée. Séparer les espaces pour qu'il ait sa tranquillité, donc tout ce qui est hauteur, mettre les gamelles du chat en hauteur, puisque en général la nourriture pour chat est très 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 appétante pour le chien. Ouais. Donc si on met tout au même niveau, on va avoir le risque que le chien mange les croquettes du chat, ou alors avoir des distributeurs. Et là il y a tellement de choses qui se font, des distributeurs ludiques, où le chat, quand il va s'approcher de son distributeur, ça va s'ouvrir. Bon, là, c'est très sophistiqué. Ouais. En revanche, on peut mettre les gamelles en hauteur, et ça, c'est vraiment facile à faire. Et au niveau de la litière, pareil, le chien peut être attiré par les crottes du chat. C'est hyper appétant. Même vouloir gratter, j'ai déjà vu des chiens qui grattaient la litière. Donc, idéalement, on va essayer de mettre la litière dans un endroit où le chien n'a pas accès. Attention tout de même, il existe des litières qui vont être un peu en hauteur et où le chien ne va pas pouvoir y avoir accès, puisque le chat va devoir grimper, monter pour aller dans sa litière. Ouais. En revanche, ce ne sont pas forcément des litières très adaptées pour le chat. Ok, mais il me semble que pour ce qui est de la nourriture, en tout cas, c'est même d'ailleurs préconisé que le chat puisse manger en hauteur, c'est ça ? En tout cas, ce qui est vraiment préconisé, c'est de ne pas mettre la nourriture à côté de la litière et à côté du couchage chez le chat. Et d'ailleurs, chez le chien aussi, nous, on ne mange pas aux toilettes. Oui. Donc c'est un peu la règle ultime pour nos animaux. Donc oui, c'est très bien d'avoir différentes hauteurs, que ça soit pour la nourriture, pour les couchages, et puis la litière bien isolée et adaptée, bien évidemment. Parfois, comme je le disais, on a des litières... hyper design, le chien ne peut pas y aller, des litières dans les meubles, complètement, avec un tout petit trou. Ouais. Attention à ça. C'est pas le sujet, mais c'est très important. Les odeurs restent à l'intérieur. C'est super, on voit pas la litière.
Oui, mais le chat, on ne respecte pas du tout son besoin et ses comportements d'élimination. Ça peut être assez problématique. En tout cas, c'est pas cool pour le chat. Donc attention à ça. Ok. Du coup, depuis tout à l'heure, tu nous parles pas mal du comportement de l'humain, l'intervention ou pas, ou de la non-intervention de l'humain là-dedans. Je voulais revenir un peu sur ce point-là parce que même chez le chien, de manière générale, quand il n'y a qu'un chien, c'est important de veiller à ce que l'intervention de l'humain soit juste et dans la bonne mesure, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter là-dessus, notamment sur cette thématique de cohabitation ? Alors oui, pour moi, c'est 50% du travail et de la réussite de la cohabitation. Okay. Mais ça, c'est en général, toujours dans le travail d'éducation et de rééducation, l'humain a une grande part à jouer puisque les animaux vivent avec nous et que eux, peut-être, décideraient d'aller ailleurs. Ils n'ont pas décidé de venir vivre chez nous. Donc donc c'est à nous de nous adapter énormément. Et on en attend beaucoup de nos animaux et c'est pareil sur une cohabitation. Mais déjà, il faut prendre en tête de bien anticiper les comportements de chacun et donc pour cela, les connaître. Langage, communication, puis gestion de l'environnement et bien sûr, le fait de ne pas forcément intervenir dans l'interaction. Mais tout en sachant que... très finement ce qu'il faut faire. Exactement. Et c'est ça qui est difficile, d'où l'importance de l'accompagnement d'un professionnel pour que tout se passe au mieux. Donc, très, très important. Et au niveau de notre posture en tant qu'humain, notre gestuelle et notre gestion des émotions. Donc, c'est toujours pareil. Déjà, se gérer soi-même avant de vouloir gérer une cohabitation, un chien, un chat, n'importe, que sais-je. Et c'est pas évident, hein, je dis ça, mais c'est un travail, ce n'est pas évident. Quotidien. Mais c'est très important d'avoir ça en tête parce que si on ne se gère pas, on aura du mal à gérer l'individu qui va arriver... qui est déjà là, et dans toutes les problématiques en général. Donc pareil pour une problématique ou une cohabitation, chien-chien, chien-chat, toute espèce. Yes, ok. Ton activité au quotidien, tu peux souvent intervenir sur des problématiques de cohabitation, en tout cas. C'est quoi un peu les grandes problématiques que tu rencontres ? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de problématiques... d'ailleurs, cohabitation chien-chien ou chien-chat. Sur les problématiques de cohabitation entre deux chiens, c'est souvent effectivement un nouvel arrivant. Où là, on a plus de soucis, en tout cas, parce qu'à la base, l'humain, soit n'a pas rempli les besoins du chien, mais ça se passait bien, il était tout seul, soit ne sait pas lire son chien, et du coup pensait que ça allait bien se passer, parce que quand on croise un chien dans la rue ou en balade, ça se passe bien, mais quand on ramène un nouvel individu dans le foyer, là, c'est difficile. Et on a ces problématiques plutôt on va dire, entre chiens, cohabitation chien, c'est plutôt d'agressivité, ou en tout cas appelé agressivité, où le chien va grogner contre l'autre chien, le chien va peut-être protéger une certaine ressource, ou alors ne pas vouloir manger dans la même gamelle, ou les choses comme ça, partager le jouet. On va avoir ça. C'est plutôt, en général, à l'arrivée. Et pour la cohabitation chien-chat, là, pour le coup, c'est vraiment souvent plus le chien où on va avoir des difficultés. La personne va avoir des difficultés parce que le chien va courser le chat. Voilà, il va vouloir le manger, le courser, c'est horrible. Ils ne s'entendent pas. Quand on ramène un chat et qu'on a déjà un chien dans le foyer, ça va être cette problématique-là. J'ai moins le chat... qui veut trucider le chien, ou alors est complètement en mode saut sur le chien. Le chat va plutôt essayer vraiment d'être tranquille et à l'aise, et le chien va souvent, parfois, être en train de vouloir courser, donc pour jouer ou pour avec la sensibilité sur le mouvement aussi. Des fois, on entend souvent, dès que le chat bouge, le chien se met en action pour le poursuivre. Exactement, et ça, c'est encore une fois pas anormal, puisque nos chiens... Oui, bien sûr, ils ont aussi la sélection. Voilà. Donc ça en eux, et surtout ils voient énormément le mouvement et tout ce qui bouge, et ce qui ne veut pas dire que le chien va attaquer et tuer le chat. D'où l'importance, encore une fois, du langage, de l'observation du langage, de la réponse aux besoins de l'animal, du chien, parce que si effectivement on a un chien qui soit ne sort pas, soit ses besoins ne sont pas comblés en termes d'environnement, des besoins sociaux, même le besoin de sécurité, si on le braque toujours, si on ne veut pas qu'il bouge, et qu'il fasse rien, forcément... Ou un chien qui a l'habitude de prédater aussi. Et le chien qui a l'habitude de prédater. Là c'est toujours le cas le plus difficile pour moi, où on a vraiment, là pour le coup, besoin de séparer vraiment les environnements. Et parfois c'est la solution, elle est que là, parce qu'on a un chien qui vraiment prédate, et même qui va prédater à l'extérieur.
énormément. Donc ça, c'est très difficile. Arriver à avoir une cohabitation, voir que les individus se tolèrent, est-ce que c'est possible vraiment ? C'est encore une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas la réponse. Ouais. Et de manière générale, je trouve que ça pose la question de dans quelle mesure on accepte en fait que aussi des animaux s'entendent pas et que des fois ça sert à rien de s'acharner et que même le temps ne fait pas et que des fois la solution finale c'est le replacement de l'un des deux, malheureusement. J'ai eu le cas pas mal autour de moi, j'en ai déjà vu plusieurs et je sais à quel point c'est un déchirement de vivre ça. Dans quelle mesure des fois c'est la meilleure solution pour que les besoins de chacun et le bien-être de chacun soient respectés, quoi. Et le bien-être de l'humain aussi. Parce qu'on peut imaginer à quel point c'est une charge mentale énorme et un truc invivable en fait d'avoir systématiquement à être en alerte surtout quand on est chez soi, quoi. C'est pas ça le but. Ah oui, tout à fait. C'est dur, comme tu dis, pour l'humain. C'est dur pour les individus. Donc parfois, quand on a fait et appel à un professionnel, qu'on a suivi les recommandations, que le professionnel est passé pour voir, etc., et que ça ne fonctionne pas, oui, le replacement est parfois la solution parce que soit le chien, soit le chat, l'environnement n'est pas adapté et du coup, ça se transforme un peu en chaos. Et du coup, comme tout le monde est tendu, on ne va pas du tout améliorer la situation. Donc oui, le replacement, ça peut être une solution et parfois qui est bénéfique pour tous. Ouais. Même si triste d'y penser. Faut le prendre en compte, en tout cas. Je trouve que ça fait partie des choses à anticiper avant même d'introduire un nouveau chien ou un nouveau chat dans le foyer. Tout à fait. Faut se sentir capable de faire ça, je crois. Oui, et puis souvent, parfois, l'espace aussi, si on est dans un petit espace, c'est très difficile parce que les chiens et les chats, et si on n'a pas la possibilité de créer vraiment un espace adapté, ça peut être trop difficile pour l'un ou pour l'autre. Donc on a ça aussi qui est à prendre en compte. Ouais, c'est clair. Je te propose du coup qu'on passe à la partie conseil. Est-ce que pour essayer de synthétiser un petit peu là tout ce qu'on s'est dit, en conclusion, tu voudrais revenir sur des grands points auxquels faire attention et sur lesquels être vigilant pour que tout se passe bien? Oui, ça c'est vraiment important au global. Donc toujours cette gestion de l'environnement, la réponse aux besoins de chaque individu, chaque espèce, et se faire accompagner, ça va vraiment être important pour arriver à décoder le langage de chacun et voir si on intervient ou on n'intervient pas. Donc voilà, et bien évidemment, avoir un protocole d'introduction étape par étape, mais personnalisé à la situation, par foyer, par individu et par situation, avec des introductions graduelles au niveau olfactif, au niveau visuel, au niveau physique. Et ça, c'est par étapes. Peut-être que l'introduction olfactive va durer un temps et on va passer à la visuelle, mais que le visuel, on va vouloir passer trop vite à l'introduction physique et on va devoir aller en arrière. Ce qui est important aussi, c'est de faire l'introduction sous surveillance humaine. C'est pas on laisse les chiens, les chats ensemble, si on n'est pas là, séparés dans un premier temps, parce que sinon on va stresser ou il peut y avoir des difficultés qu'on n'a pas anticipées ou mises en avant. Ce qui est important aussi, donc, de bien observer les postures du chien et du chat, donc ça c'est très important donc dans l'accompagnement. Bien sûr, ne pas forcer. Pas de présentation dans les bras, et ça c'est vraiment important. Ne pas punir et ne pas gronder ni le chien ni le chat. Si le chien va grogner, si le chien va mettre les pattes, si le chat va feuler. Voilà, ce sont des comportements adaptatifs. C'est une réponse comportementale qui est normale. Ça nous fait peur, donc notre première intention c'est dire c'est pas bien ce que tu as fait, de ou l'arrêter, de l'arrêter, de vouloir stopper. Donc voilà, essayer vraiment de prendre sur soi. Donc c'est pour ça que l'accompagnement elle est vraiment important dans les premières fois. La possibilité de fuite pour chacun, ça c'est très important. Ouais. Et éviter les pièces trop exiguës sur les premières rencontres. Ça c'est vraiment aussi très important. Ouais. On évite aussi bien sûr de les laisser tout seuls après 1 heure de présentation. Voilà, c'est ça, en pensant que tout est OK, il faut continuer d'observer. Revenir et voir que c'est le chaos. Exactement, que le chat est au-dessus de l'armoire et ne bouge plus et que le chien a complètement tout détruit pour monter sur l'armoire. avec la truffe défoncée. C'est ça. Donc voilà, il faut de toutes les façons que chacun soit en sécurité. Ouais. Donc, vaut mieux aller plus doucement et sécuriser, vraiment séparer les espaces et aller très doucement plutôt que vouloir aller trop vite en disant c'est bon, ça se passe bien.
Et puis finalement, on a des régressions et on peut avoir une problématique sur le chien, sur le chat. Puis après, il faut repartir. C'est ça. Donc, comme dans toute problématique ou dans tout sujet, si on le fait étape par étape, ça marche toujours bien. Donc c'est toujours, on va prendre du temps, mais après, c'est pour en gagner par la suite, quoi. Mais carrément, que ce soit agréable après, quoi. Exactement. Trop bien. Du coup, sur l'introduction, tu veux revenir sur le protocole d'introduction visuelle, olfactif, etc. Donc le protocole personnalisé, on ne va pas le voir en détail ici puisque c'est adapté à chaque situation. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir un bien précis avec différents types d'introduction, olfactive, visuelle et après physique, idéalement. Ouais. Sauf si on sait que le chien a déjà vu un chat et que c'est un nouveau chat qui arrive parce que l'autre est parti, etc. Ou qu'il y a déjà un chat dans l'habitation et que tout se passe bien. Alors voilà, on peut faire différemment. Mais si c'est une première fois, c'est bien d'avoir ça en graduel et donc de se faire accompagner pour avoir les étapes. Ouais. Et on va étape par étape. C'est un protocole finalement de désensibilisation systématique qu'on va mettre en place. Donc on doit se faire accompagner puisque souvent on va aller trop vite. Ouais. On dit ça c'est bon, ou alors hop je mets déjà la barrière, alors qu'en fait la partie olfactive elle est importante d'avoir les échanges d'odeurs en amont, alors que les animaux se sont pas encore vus par exemple. Moi j'aime bien cette idée là, et puis après tout faire vraiment par étapes et se dire ok ça c'est coché, et pas vouloir aller trop vite. Donc tout ce protocole là il est vraiment important en observant le langage des deux individus. Donc c'est toujours pareil, si on voit que ça fiche trop chez le chien ou que le chat est vraiment pas à l'aise, on va reculer, on va repartir en arrière. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs, peut-être du coup sur le chat, on peut en profiter pour parler un peu du chat. Alors effectivement, parce que c'est pas moins connu et on a quand même énormément d'ouvrages. Alors là, j'en cite certains français, mais bien évidemment, comme d'hab, toujours dans les pays anglophones, il y a beaucoup de choses déjà et beaucoup d'auteurs qui ont déjà écrit dessus. Ouais. Après, au global, on a effectivement des éthologues et des docteurs en éthologie au niveau chat, comme on a sur le chien, qui font beaucoup de recherches sur le chat. Donc ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup d'études aussi scientifiques qui se développent sur le chat. Donc ça, c'est très intéressant, ce qui nous permet justement d'en apprendre plus et d'étayer tout ça, tout ce qu'on est en train de se dire. J'ai un livre que j'adore, on en avait déjà parlé, donc il y a le comportement de mon chien et de Charlotte Duranton. En parallèle, on a le comportement de mon chat qui est dans les mêmes éditions, et c'est Brunhilde Rachtmadou qui est donc consultante en comportement du chat. Elle est éthologue et elle est aussi formatrice, donc ça c'est vraiment un livre qu'on peut conseiller aux particuliers, que je conseille aux particuliers qui s'y intéressent et comme aux professionnels. Après, on a aussi une éthologue, Jessica Serra, qui écrit beaucoup sur les chats. Donc, j'aime bien différents livres, notamment Dans la tête d'un chat. Ouais. C'est vu d'une manière, justement, où on interprète beaucoup de choses sur le chat. Comme chez le chien, on a beaucoup d'interprétations, mais chez le chat, on en a encore pas mal. Il protège son territoire, on vit chez son chat, ils sont dominants. Bon, bref, on l'a aussi chez le chat, dans une autre partie. Et après, on a aussi Sonia Pellman, que j'aime beaucoup, et qui est comportementaliste félin, qui a écrit des ouvrages dont Ça veut dire quoi quand mon chat fait ça. Pareil, on a beaucoup d'interprétations encore, les gens disent si le chat remue la queue, etc., ou va s'approcher de nous pour se frotter sur nous, il va vouloir une caresse, alors qu'en fait, quand il monte sur nous, il veut qu'on le caresse, pas du tout. Ce sont vraiment une communication bien spécifique du chat. Le fait de se frotter, c'est pour mettre les odeurs et pas forcément vouloir une caresse. Bon voilà, il y a plein de choses qu'elle met en avant et c'est très ludique. On a aussi Gwendoline Le Petrec-Redon, Décrypter votre chat, et qui est comportementaliste félin et qui est aussi formatrice. C'est très intéressant, il y a d'autres ouvrages. J'aime bien parce que c'est lié à la communication. On va utiliser des études et on n'est pas dans l'interprétation de choses, où parfois on a plutôt des livres un peu plus de dans la tête du chat, et là on est un peu plus dans la mythologie, etc. Je suis un peu moins fan, mais ça c'est perso. Là on est plutôt sur c'est quoi le chat, comment il communique, son langage, voilà, qu'est-ce qu'il ressent au niveau sensoriel. De manière très analytique. Voilà, de manière très analytique. Moins dans l'interprétation. Moins dans l'interprétation. Et du coup, ça permet de diffuser l'info aussi bien sur le chien que sur le chat, et d'éviter trop d'interprétations ou de dire le chat, il est solitaire, on ne peut pas l'approcher, quoi. Alors que c'est faux, et heureusement.
pour se faire accompagner et trouver un professionnel, donc consultant en comportement du chat ou comportementaliste félin, on a aussi le collectif Catus, C-A-T-U-S. Okay. Donc on a sur le site, on peut trouver une carte des professionnels en France, justement, pour se faire accompagner. Donc on voit, ça peut être que des professionnels du chat ou professionnels du chien et du chat. Okay. Voilà, mais en tout cas, qui peuvent vous aider et qui peuvent aider dans la cohabitation notamment, ou alors une problématique avec le chat. Ouais, 100% voilà, chat. Exactement. Okay. Qui ressemble pas mal de professionnels du monde félin. Trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche pour un futur épisode ? Il y a un podcast que j'aime bien qui couvre le chien, le chat et les chevaux, c'est Vétologie. Yes. Et donc on a le docteur Laure Bonatti et Mathilde Guillon, donc qui sont vétérinaires et vétérinaires comportementalistes. Et je trouve qu'elles ont une approche très intéressante des deux espèces. Donc pareil, lié au niveau scientifique, pas d'interprétation, etc. Donc j'aimerais bien. Ouais. C'est un super l'idée, podcast en plus. Ouais. Trop bien. On ne parle pas que du chien, on parle aussi d'autres espèces. Trop cool. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre tes aventures ? Eh bien, sur mon site internet, pim-pets.fr, et sur les réseaux, Pim Pets Éducation Lyon, Facebook et Instagram. Voilà. Super, très bien. Et bien, c'est noté. Merci beaucoup, Aurélie, d'être venue parler un peu de chat dans ce monde de chiens et d'avoir réaccepté mon invitation pour la deuxième fois. C'était vraiment trop cool d'échanger sur ce sujet. Eh ben, merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et puis, c'est vrai de mettre un peu de chat dans ce monde de chiens, dans ce monde de brutes. Merci beaucoup. Merci à toi, salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Aurélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @pimpetseducation_Lyon et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!